Angkor, capitale de l'Empire Khmer, la plus grande ville du monde au XIIIe siècle. La cité abandonnée, dont les ruines fascinent les visiteurs venus du monde entier. Redécouverte au XIXe siècle par les explorateurs français, ces vestiges incarnent une civilisation prospère et prestigieuse, sur laquelle la nature a finalement repris ses droits. Pourquoi s'est-elle finalement éteinte? C'est l'enquête que mènent aujourd'hui des scientifiques de toute nationalité. Qu'un tel lieu ait été abandonné, mais de manière a priori quand même assez rapide, c'est qu'il y a eu des raisons quand même très fortes. On ne peut pas imaginer juste que l'abandon d'Angkor soit une nouvelle lubie d'un roi qui décide que finalement le climat d'angkorien ne lui plaît pas et qu'il va aller changer ailleurs. Angkor, c'était la ville éternelle, quasiment des Khmers, et elle est restée jusqu'au point extrême. Aucun écrit ne mentionne la fin d'Angkor, à l'exception d'un passage des chroniques du royaume d'Ayutthaya, voisin et adversaire de l'Empire Khmer. Ses habitants, les Siamois, disent avoir infligé une défaite aux armées du roi d'Angkor, à la suite de laquelle le souverain et sa cour auraient quitté leur capitale en 1431. L'événement, s'il était avéré, serait d'une grande importance historique, car l'Empire Khmer dominait alors la région depuis plusieurs siècles. Son prestige était considérable. En témoigne le récit d'un diplomate chinois, Chiu Takuan, reçu à la cour du roi des Khmers en 1296. À partir de ses écrits, des archéologues australiens ont produit ces images qui illustrent donc, avec un maximum de fiabilité, ce qu'était la ville d'Angkor à son apogée. Ce qui frappe, c'est d'abord la multiplicité et la richesse des grands temples qui marquent le paysage. Leur architecture est largement habillée de bronze et d'or. Là, c'est Angkor Wat, le plus grand de tous les temples, bâti au début du XIIe siècle. Ici, le Phnom Bakheng, l'un des premiers sanctuaires construits au début du Xe siècle. À son apogée, Angkor est une immense agglomération qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres carrés. Aujourd'hui, Christophe Potier, archéologue à l'École française d'Extrême-Orient, se rend ainsi vers Beng Lea, un temple très excentré. Il s'agit de l'un de ces nombreux temples de grande dimension qui jalonnaient autrefois la plaine d'Angkor. Dans l'enquête sur l'effondrement de la cité, ce lieu a une importance toute particulière. Le monument, presque totalement en ruine, n'a en effet jamais été restauré. Aussi apporte-t-il le meilleur témoignage possible sur les circonstances de sa destruction. Le monument a-t-il été mis en pièces par l'homme ou par la force de la nature? Cela fait de nombreuses années que Christophe Potier s'interroge. L'archéologue français fait partie d'une mission internationale qui
qui tente de percer le mystère du déclin d'Angkor. Beng Melea, c'est peut-être le dernier endroit qui évoque encore un peu le sentiment que les premiers explorateurs ont eu à la fin du 19e siècle quand ils ont découvert Angkor. C'est ces ruines gigantesques, ces amas de blocs recouverts de lichen, de feuilles, etc. Donc un contraste très spectaculaire entre les réalisations de l'homme, la végétation et la jungle qui regagnent ses droits sur une civilisation engloutie dans la jungle. Ce cône de blocs, c'est juste le sanctuaire central d'un temple qui finalement est le frère jumeau d'Angkor Wat. Même taille, même époque de construction au XIIe siècle, donc même qualité aussi de mise en œuvre, des successions de galeries, de terrasses, de tours. Existe-t-il des indices archéologiques de la défaite des Khmers devant les Siamois en 1431 ? Les archéologues se sont intéressés aux vestiges du temple de Beng Melea pour identifier par exemple les traces d'un éventuel saccage. Mais ils n'ont rien trouvé. Le temple a été vidé, c'est clair, mais le temple lui-même était dans un état quasi parfait. Bon, sinon la végétation depuis s'est occupée de le mettre en ruine. Le sanctuaire central a dû être pillé. Mais on ne sait pas d'ailleurs à quelle époque, et c'est peut-être une époque beaucoup plus tardive. Donc en tout cas, retrouver les temples dans cet état montre très clairement qu'il n'y a pas eu un immense conflit, que les temples n'ont pas été brûlés comme on pourrait le raconter avec des histoires de conflits frontaliers avec des puissances naissantes à l'époque. Si la disparition d'Angkor n'a pas été provoquée par une guerre dévastatrice, quelle autre cause pourrait être à l'origine de son effondrement ? Pour répondre à cette question, les scientifiques se sont d'abord intéressés aux points forts de cette civilisation, qui aurait pu ensuite expliquer son déclin. La mise en culture d'un espace considérable, une urbanisation aérée mais très étendue, et une activité commerciale très dynamique. Angkor était en effet une plaque tournante entre l'Inde et la Chine, et un grenier à riz pour toute la région. Mais la clé de voûte de la cité était surtout son réseau hydraulique. Des centaines de kilomètres de canaux qui réclamaient bien entendu un entretien permanent. Les chercheurs s'y intéressent de très près. Christophe Potier prend à présent la direction des montagnes du Phnom Kulen, où prit naissance la civilisation khmer. Tout simplement parce que c'est ici que prend sa source la rivière qui coule dans la plaine d'Angkor. En saison sèche, elle n'a l'air de rien. Mais lorsque commencent les pluies de mousson, elle se transforme en un véritable torrent. Les Khmers la vénèrent depuis toujours et y ont taillé des lingas, la forme symbolique du dieu Shiva. Les rectangles dans lesquels ils sont placés, les yonis, incarnent l'énergie féminine. Le lit ici en grès a été sculpté avec des centaines de petits lingas, chacun situés dans leur yoni, et sont donc naturellement ondoyés par la rivière. Et donc c'est cette rivière sacralisée qui va couler après dans la plaine d'Angkor et qui va alimenter les canaux, les réservoirs, les barailles, etc. et les rizières donc, qui vont nourrir la civilisation angkorienne. Pour les Khmers, mais aussi pour toutes les civilisations, c'est bien entendu la source de vie. C'est d'autant plus important ici qu'on est en milieu tropical avec un système de mousson. La moitié de l'année, il y a trop d'eau en fait. Il s'agit de se protéger de l'eau, de la drainer au plus vite. Et une autre moitié de l'année, il n'y a plus une goutte. Il fait excessivement sec. Et donc là, il s'agit bien entendu de garder l'eau. La maîtrise de l'eau est à la fois le point fort de la civilisation khmer et son talon d'Achille.
Ce lieu est donc symboliquement très fort. C'est pourquoi le premier souverain de l'Empire l'a choisi pour fonder sa capitale. Jean-Baptiste Chevance, archéologue, est le spécialiste de la montagne du Phnom Kulen. Il est aujourd'hui sur la piste de cette ville disparue, dont il ne retrouve pour l'instant que des vestiges ténus, des tuiles et quelques pierres de fondation. En revanche, à quelques kilomètres, plusieurs édifices sacrés sont encore intacts. L'occupation religieuse de la montagne ne s'est jamais interrompue. Jean-Baptiste Chevance en a fait l'inventaire. Il a ainsi restauré et étudié ce temple, l'un des plus anciens de la montagne sacrée. Une présence étroitement connectée au réseau hydraulique, qui commence au plus haut de la montagne du Phnom Kulen par cet étonnant canal creusé dans le rocher. En fait, ici, on est dans un aménagement hydraulique très original, puisque c'est un canal qui se poursuit sur plusieurs centaines de mètres de long, et dont une portion a été taillée dans le grès, directement dans la montagne, ce qui représente une prouesse quand même. Donc là, on voit bien les traces d'outils, avec parfois en oblique, et puis systématiquement des poinçons en fait. Ici, ils ne s'embarrassent pas du relief, c'est-à-dire que même s'il y a un énorme obstacle naturel tel que cette montagne, ils vont tailler tout droit et ils vont, avec des moyens considérables, casser ce bloc de grès pour pouvoir diriger leur flux d'eau là où ils veulent. La maîtrise de l'eau demande un effort collectif, une coordination à grande échelle et une organisation performante. Les fondations du royaume sont donc à chercher dans ces aménagements. La religion est également indissociable des travaux hydrauliques. Les sources sont sacrées, et maîtriser leur cours était sans doute un devoir spirituel pour tous les Khmers. L'eau est donc la clé du royaume et de sa capitale. Le diplomate chinois à Angkor, Chiu Takuan, témoigne en tout cas d'une cohésion très forte du peuple khmer. Il dépeint en particulier la fête de la Nouvelle Année, où des festivités impressionnantes sont organisées face au palais royal. Nous sommes en 1296. Rien ne laisse présager que dans un peu plus d'un siècle, la capitale des Khmers aura cessé d'exister. Christophe Pottier est à la recherche du point faible de la cité. Une faiblesse qui aurait pu lui être fatale et inciter ses habitants à la quitter. L'archéologue croit l'avoir identifiée par une fine observation du paysage de la région. Il est en effet parvenu à retrouver la trace du réseau hydraulique de la cité disparue. Ces centaines de canaux et de réservoirs ont été comblés au cours des siècles et recouverts par la végétation. Mais depuis 20 ans, l'archéologue a appris à lire la topographie de la plaine d'Angkor et en connaît maintenant les axes principaux. Son aménagement répond à un schéma toujours identique. Au centre, le temple, qui symbolise la montagne céleste, et autour de lui, des douves et des bassins. La carte d'ensemble, élaborée par Christophe Pottier, montre un maillage qui s'étend sur plus de 3000 km²,
c'est-à-dire une surface presque aussi vaste que le New York d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est les alignements de ce grand canal qui partait depuis Mâcon et qui va jusqu'au lac là-bas au fond. Et là on voit bien à quel point les Khmers ont complètement modifié de main d'homme tout leur environnement. Le réseau hydraulique compte plus de 200 canaux de grande dimension. Certains dépassent les 20 km de long. Ils servent en particulier de voie de communication. Ah, maybe we can go back north. Yeah. Voici l'un des équipements les plus impressionnants de la cité. Ce sont ces fameux réservoirs. On les appelle les barailles. Ils peuvent contenir plus de 50 millions de mètres cubes d'eau. Leur existence est un enjeu stratégique pour les Khmers. Ici, il s'agit du plus vaste d'entre eux, le Barail occidental. 8 km de long, 2 km de large, l'autre rive est à 2 km. C'est un réservoir construit. On a une immense digue qui délimite un périmètre parfaitement rectangulaire. Cette digue fait plus de 10 mètres de haut, 150 mètres de large à la base. Le barail, c'est un élément clé pour la sécurité, pour la culture du riz dans la région. Au-delà, c'est aussi cette capacité de stockage permet aussi d'évacuer de l'eau dans les cultures qui sont au nord. Ça permet aussi de drainer assez rapidement une partie de l'eau vers le lac. C'est donc probablement un outil qui a eu plusieurs fonctions, y compris bien entendu celle de fournir de l'eau à usage domestique pour la population avoisinante en période sèche. La construction du Barail occidental a commencé au XIe siècle, mais cet endroit était déjà peuplé auparavant. Le réservoir est en effet venu recouvrir une ancienne cité dont Christophe Pottier a entrepris la fouille. Elle a été bâtie autour de ce temple pyramidal, baptisé Akyum, qui remonte probablement au 7e siècle. La souplesse fait partie de la culture khmère. Le royaume d'Angkor a connu ainsi plusieurs capitales successives dont Christophe Pottier a reconstitué les étapes de construction. Chacune d'entre elles possède son temple emblématique autour duquel les Khmers construisent une ville et ses aménagements. Après le temple d'Akyum est ainsi bâti à la fin du 8e siècle le Bakong, auquel succède une centaine d'années plus tard le Phnom Bakeng. Puis au Xe siècle le Prerup. Le Takeo marque ensuite la première capitale du XIe siècle. Puis vient le Baphuon. Et au XIIe siècle, le célèbre Angkor Wat. Enfin, la dernière capitale du royaume, Angkor Thom et son temple aux 1000 visages. En 700 ans d'existence, cela fait donc au moins 7 capitales. C'est ainsi que les Khmers ont peuplé la plaine d'Angkor. À son apogée, la cité des rois comptait plus d'1 million d'habitants. Sa taille et sa complexité ont fait sa puissance et sa renommée. Mais sont-ils devenus un handicap avec le temps ? Direction la petite ville de Siem Reap, à quelques kilomètres des temples. Ici, à la conservation d'Angkor, sont entreposées des centaines de statues et d'éléments d'architecture, résultat d'un siècle de fouilles. Leur valeur artistique est inestimable. Mais ce sont avant tout des témoignages archéologiques de première importance. Dominique Soutif et Julia Estève, deux scientifiques français, étudient ici des pièces à conviction essentielles dans l'enquête sur le déclin d'Angkor. Une série d'inscriptions qui date du XIIe siècle.
Alors en fait, au Cambodge, on a retrouvé environ 1300 inscriptions, dont 400 sont conservées ici. En fait, il s'agit d'une partie seulement de la littérature du Cambodge, puisque tout le reste était conservé sur feuilles de latanier. Évidemment, celles-ci ont disparu, elles ne sont pas conservées, elles ont pourri. Et aujourd'hui, tout ce qui nous reste comme archives écrites, comme texte, ce sont ces archives de pierre. Une stèle a attiré l'attention des deux chercheurs. Elle a été découverte près du Baraï oriental, l'un des plus grands réservoirs de la cité d'Angkor. Ces inscriptions indiquent que les prêtres avaient la charge de cet immense équipement hydraulique, qui contenait autrefois des millions de mètres cubes d'eau. Un réservoir à la place duquel se trouve aujourd'hui une simple rizière. Qui étaient ces prêtres? Habitaient-ils près du Baraï? C'est ce que Julia Estève et Dominique Soutif sont en train de découvrir. Les deux archéologues mettent toujours des fondations religieuses, que les Khmers appellent les ashramas. Alors c'est des bâtiments en pierre, mais avec une couverture en matériaux légers. Ces zones creusées, rondes, qu'on voit très bien dans le sol, c'était les zones où étaient encastrés des poteaux en bois, sur lesquels reposait une charpente en bois couverte de tuiles. C'est des lieux de culte, il y a un endroit où on vient prier. C'est des lieux aussi où on peut venir en retraite spirituelle. C'est un lieu d'asile. Et enfin, c'est également un lieu d'enseignement. Donc c'est tout ça à la fois. Alors, hop. Bon. L'examen des céramiques confirme que les ashramas commencent à fonctionner dès le IXe siècle. Placés sous le patronage d'une divinité, ils exercent une part importante du pouvoir à Angkor. Le système hydraulique, en particulier, est placé sous leur responsabilité. C'est ce système qui a été poussé à son maximum par l'un des plus grands monarques de l'histoire d'Angkor. En 1181, le roi Jayavarman VII monte sur le trône. Sous son règne, sont construits les derniers grands monuments de pierre d'Angkor. Une nouvelle capitale qui, pour la première fois, est dotée d'enceintes. Au centre, un temple-montagne, le Bayon, reconnaissable entre tous, grâce à ses multiples visages d'inspiration bouddhique. Le visage du roi respire la sagesse, mais Jayavarman VII est d'abord un chef de guerre redouté. Les murs de son temple témoignent de ses victoires contre les armées du Champa, un royaume voisin qui occupe Angkor pendant 4 ans. Le roi les chasse de sa capitale, puis entreprend de très grands travaux. En moins de 10 ans, il restaure les villes de ses prédécesseurs, fait construire sa propre cité et fait aussi bâtir 2 grands établissements religieux directement inspirés des ashramas. Le Taprom, temple dédié à sa mère, un complexe de plus de 70 hectares. Nouveauté très importante, il n'est plus consacré à une seule divinité, mais accueille des centaines de dieux et de déesses. Il a donc vocation à rassembler le plus largement possible, tout comme le Prakan, temple dédié au père de Jayavarman VII, un ensemble de 56 hectares. Plus que des temples, ce sont de véritables villes, dont la richesse et le pouvoir sont sans équivalent dans l'histoire du royaume.
Les archéologues en ont acquis la certitude en examinant d'autres inscriptions qui se trouvent également à la conservation d'Angkor. Cette stèle de 2 mètres de haut a été trouvée au temple de Prakan. Le texte gravé dans la pierre est très altéré. Pour le déchiffrer, on utilise donc la technique de l'estampage à la chinoise. Il recèle des données très précises sur l'organisation du temple et sur sa place dans la société de cette époque. Combien de personnes lui étaient rattachées? Comment fonctionnait cette institution? Telles sont les questions auxquelles cette stèle permet de répondre. Après avoir appliqué un papier de soie sur la pierre, on procède à l'ancrage de la stèle. Les écritures apparaissent à présent très clairement, en négatif. Et ce qu'elle révèle de l'apogée d'Angkor est particulièrement spectaculaire. Bien plus que des lieux de culte, les temples étaient en effet de véritables outils de contrôle des masses. Dominique Soutif étudie ces textes depuis plusieurs années. Et il constate qu'à l'époque de Jayavarman VII, les temples ont vu leur pouvoir et leur richesse décuplés. Alors, Cédès traduisait ce passage par « Le roi et les propriétaires de villages ont pieusement donné 5324 villages, totalisant 97 840 hommes et femmes, au nombre desquels il y a 444 chefs, 4606 serviteurs, cuisiniers et autres, 2298 servantes, dont 1000 danseuses, 47 436 individus offrant l'oblation. » On a ici d'énormes quantités d'argent, de cuivre, de bronze, des bols en or, de l'étain, du plomb, du fer, près de 100 000 gemmes, à commencer par du rubis, 170 000 perles environ. Donc il s'agit d'un patrimoine absolument considérable. Si on imagine que pour la seule région d'Angkor, il faut ajouter les temples de Taprom, de Montekde, de Tassom, on a, disons, un ensemble de fondations religieuses qui constituent une véritable machine économique, un acteur économique vraiment très très puissant, qui disposait d'énormément de ressources et qui faisait vraiment fonctionner la région. À l'aube du XIIIe siècle, le roi a réussi son grand projet. Les temples d'Angkor absorbent toute la force de travail du peuple khmer. 250 000 personnes travaillent pour les grandes institutions religieuses du royaume. La société fonctionne à plein régime. Jamais elle n'a paru si puissante. Elle est pourtant beaucoup plus vulnérable qu'il n'y paraît. Aéroport de Siem Reap. Les technologies les plus perfectionnées vont aujourd'hui faire progresser l'enquête sur le déclin d'Angkor. Damian Evans et Chris Comarty collaborent à la mission internationale qui tente de percer l'énigme de l'abandon de la cité. Alors aujourd'hui, nous volons dans cette zone. Le Bakong, vous voyez, c'est cet incroyable temple pyramidal. C'est une première. Grâce à un laser ultra puissant, le LIDAR, ils vont avoir une vision inédite de la cité d'Angkor. C'est la première fois que tant d'équipes et tant d'archéologues réunissent leurs compétences pour collecter autant de données sur une zone géographique aussi large. Certaines équipes sont très intéressées par les temples. Mon sujet d'étude est le paysage. Les informations que nous collectons nous procurent des modèles en 3 dimensions très détaillés. Non seulement des temples que beaucoup de gens étudient et connaissent très bien, mais aussi de leur contexte. Tout est basé sur le GPS. Il y a un GPS sur la queue de l'hélicoptère. Et nous avons un scanner muni d'un laser. Avec ceci, nous allons prendre une photographie toutes les 6 secondes. Et le laser va envoyer 150 000 émissions par seconde. Et c'est cela qui nous fournit nos données sur le relief au sol.
À raison de 6 heures de vol tous les jours, Damian, Chris et leur équipe vont sillonner la plaine d'Angkor. Grâce au lidar, ils vont amasser un maximum de données. L'étude de terrain se fera au centimètre près. La topographie de cet immense espace promet d'être pleine d'enseignements pour les scientifiques. Le lidar balaie le sol d'un faisceau lumineux très dense, dont une partie parvient à passer entre la végétation et à mesurer les moindres variations de relief. L'objectif consiste à lire les anciens aménagements urbains d'Angkor et, à terme, d'établir une carte en 3 dimensions de la cité disparue. La mission va durer 5 jours. Pour comprendre l'importance et les enjeux de cette étude, il faut suivre Damian Evans sur le terrain. Direction, les alentours immédiats du temple d'Angkor Wat. 6 siècles se sont écoulés depuis l'abandon d'Angkor. Et ce qui était autrefois une ville, avec des habitations, des voies de communication et des bâtiments publics, a été recouvert par une épaisse forêt tropicale. Damian Evans se trouve très exactement au centre de la cité disparue. Il faut imaginer que pendant la période angkorienne, ça n'était pas du tout ce que l'on voit aujourd'hui. En place de cette forêt, il y aurait des centaines de structures en bois, d'énormes maisons, des bâtiments administratifs, des ensembles de résidences. Le grand temple qui est derrière nous aurait eu des dizaines de milliers de personnes pour le faire fonctionner. Ces personnes auraient vécu ici. Partout autour de nous, les reliefs, les petites collines, les petites buttes sont ce qui reste de cette ville disparue, remplacée par cette forêt. Ici, il suffit de s'accroupir et de regarder attentivement pour trouver les témoignages des habitants de la cité. Partout, on peut voir les traces de leur existence. Dans la topographie, dans les buttes, les reliefs du paysage, mais aussi des petits indices matériels, comme ce morceau de céramique. Ce sont des preuves que cet endroit était occupé pendant la période angkorienne. C'est la base d'une statue. Elle a été placée ici, sur ce piédestal. Les pieds du personnage sont toujours là. De même qu'un morceau de ses vêtements. Difficile pour les archéologues de lire ce que cache la forêt sans le renfort des nouvelles technologies qui ont aussi pour avantage de pouvoir couvrir l'immense territoire d'Angkor. Une ville qui a beaucoup en commun avec les agglomérations modernes, avec en lieu et place de nos autoroutes, le réseau hydraulique et ses canaux. Les chercheurs en ont déjà une connaissance générale. Mais avec le lidar, ils vont en découvrir toutes les ramifications. Entre chacun des grands temples de la cité disparue, elle constituait un maillage complexe et terriblement difficile à entretenir. Damian Evans a l'intuition que le destin d'Angkor s'est joué sur cette question. Il est persuadé que les Khmers ont fini par perdre la maîtrise de l'eau. Un dysfonctionnement majeur du système hydraulique aurait précipité Angkor dans des difficultés insurmontables. À première vue, la technique utilisée n'a pas l'air si compliquée. Tout ce qu'ils font est de créer des buttes de terre, faire des trous dans le sol,
et utiliser la terre ainsi dégagée pour créer des canaux, des murs et des digues. Donc la technique est simple. Mais si vous examinez la façon dont le système fonctionne, c'est une prouesse d'ingénierie. Le niveau de l'eau dans les canaux doit être incroyablement précis. Le terrain est si plat ici. C'est une vraie performance technique. Mais ils y sont plus ou moins bien parvenus pendant de nombreux siècles, même s'ils ont affronté des défis constants. Les choses se détérioraient sans cesse. C'est la raison pour laquelle vous voyez une accumulation si importante de parties de ce système. La grande question pour nous, c'est est-ce que le système hydraulique s'est arrêté? Est-ce qu'il a participé au déclin d'Angkor? Ou est-ce un phénomène qui s'est produit ensuite, qui a été une conséquence du déclin? C'est ce que nous essayons de comprendre. Les données, collectées au cours de ces 5 jours de vol, seront partagées par des chercheurs du monde entier qui s'intéressent à l'histoire d'Angkor et aux raisons de son déclin. Qu'ils travaillent sur l'architecture des temples, sur l'urbanisme ou sur la question du système hydraulique, ils disposeront ainsi d'une banque de données quasi inépuisable. Sitôt la mission terminée, Damian et son collègue Chris se sont donné rendez-vous dans les bureaux de l'université de Sydney, à Siem Reap. Ils vont découvrir pour la première fois les visuels en 3 dimensions que le LIDAR va permettre de développer en grande quantité. Ce qui est incroyable, c'est la possibilité d'examiner plusieurs échelles d'information. L'échelle du paysage, la photographie d'ensemble d'Angkor, l'espace urbain et son organisation, et puis zoomer dans les détails les plus infimes, au centimètre près. Pour comprendre ce qui s'est passé ici, vous avez besoin des informations les plus précises possibles à ces différentes échelles, de la plus grande à la plus petite. Et c'est ce que nous regardons ici pour la première fois. Alors combien de points au total avons-nous collectés sur toutes les zones couvertes? Probablement 2 à 3 milliards. C'est beaucoup de données. Ces informations seront très utiles, pas seulement pour découvrir des anciens aménagements hydrauliques comme les canaux que nous pouvons voir en détail, mais aussi pour savoir comment ils fonctionnaient. On pourra comprendre comment l'eau circulait entre les temples, quels changements dans le système furent réalisés et comment cela modifia la circulation de l'eau. Ce sont des questions historiques très importantes. L'interprétation scientifique de ces données et la modélisation de la topographie d'Angkor seront particulièrement complexes. Aussi, aucune conclusion sérieuse ne peut être envisagée avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Conclusions qui nécessiteront sans doute de nouvelles vérifications sur le terrain. Il sera alors possible de comprendre quand et de quelle manière le système hydraulique s'est finalement arrêté de fonctionner. Un autre scientifique pourrait cependant répondre à cette question cruciale sans attendre les résultats du LIDAR. Dans la région du Ratanakiri, au nord-est du Cambodge, il collecte des données particulièrement précieuses. Dan Penny étudie l'évolution du climat et collabore également au programme international d'études sur le déclin d'Angkor. Il s'intéresse actuellement à des lacs vierges de toute présence humaine. Ces lacs sont importants parce qu'ils sont très profonds. Et pour cette raison, ils conservent de manière exceptionnelle la mémoire du climat, ainsi que le milieu naturel de cette région, parce que les plantes et les animaux
qui vivent dans le lac, ainsi que les végétaux qui vivent autour du lac, sont tous très sensibles au climat. Et toutes ces plantes et ces animaux laissent leur signature dans les sédiments du lac. Alors si vous pouvez prendre un échantillon de sédiments et le ramener à la surface, vous pouvez remonter le temps en observant des changements dans le milieu naturel du lac, des changements dans l'écologie de la forêt. Et à partir de là, vous pouvez comprendre les changements passés du climat. Dan Penny a donc procédé à plusieurs prélèvements dans ce lac du Ratanakiri, collectant ainsi la mémoire climatique de cette région. Ensuite, dans son université à Sydney, il a analysé toutes les particules organiques qui se trouvaient dans ces échantillons. Il est ainsi parvenu à identifier les espèces animales et végétales qui vivaient dans cet environnement au moment du déclin d'Angkor. Or, celle-ci prouve l'existence d'un changement climatique de grande ampleur à cette période cruciale de l'histoire de l'Empire Khmer, à partir de 1330. Nous ne voyons pas seulement de longues périodes de sécheresse, mais aussi des épisodes de mousson très intenses. Vous pouviez avoir 5, 6, 7 années de sécheresse et une énorme mousson. Il semble que ce type d'événement ait causé de grands dommages au système hydraulique d'Angkor et ait définitivement compromis sa capacité à stocker et distribuer de l'eau. C'est d'autant plus vrai qu'à la même époque, le phénomène de la déforestation avait pris une ampleur considérable dans la plaine d'Angkor. À l'origine, au 7e siècle, la grande forêt tropicale recouvrait l'essentiel de la région. Mais avec le temps, les Khmers avaient installé, sur ces immenses espaces, des rizières, de grands équipements hydrauliques et des lieux d'habitation. Les pluies de plus en plus violentes allaient donc avoir des effets catastrophiques, les racines des arbres n'empêchant plus le ravinement des sols. Les grands réservoirs et les canaux ont vu soudain le volume de l'eau augmenter et sa vitesse s'accélérer. L'eau drainait une quantité croissante de résidus qui devaient probablement s'accumuler et combler les grandes artères du réseau hydraulique. En quelques années, les barails, les grands réservoirs d'Angkor, se seraient donc trouvés totalement ou en partie obstrués. Reste à savoir à quel moment cette évolution est devenue irrémédiable. À ce propos, Christophe Potier a trouvé un indice tout à fait surprenant. Il s'agit d'un pont qui se trouve au cœur de l'ancienne ville d'Angkor. Un pont qui a perdu la rivière qui l'enjambait autrefois. On avait un pont qui traversait cette rivière, les arches ici en témoignent. Et même maintenant, la rivière, elle passe 6 mètres plus bas. Donc en environ 6 siècles, on a descendu de 6 mètres de profondeur. Donc il y a réellement un problème déjà évident. La rivière a creusé son lit. Dans les piles de ce pont, on trouve des blocs décorés. Et pour un bon connaisseur de l'art khmer comme Christophe Potier, il n'est pas difficile de reconnaître le style de Jayavarman VII. On peut donc dater ce pont, ainsi que le début du mouvement de la rivière. Ce pont est édifié en réutilisant des morceaux en réemploi qui sont vraiment là très faciles à voir. On voit des morceaux de fronton, des morceaux de statues, des morceaux de devata, d'angles, ces fameuses apsaras. Et ces morceaux, ils proviennent d'un temple qui lui-même, le style en témoigne, date au moins de Jayavarman VII. Donc déjà, il est 12e, début du 13e siècle. Donc le pont ne peut pas être antérieur à ça. Donc c'est déjà en fait le début de la fin. Eh bien, au début de la fin d'Angkor, le niveau de l'eau est encore ici où je me trouve. Au moment du changement climatique, quand la déforestation est arrivée à un point de non-retour, la rivière a creusé son lit. Elle a ensuite contourné le pont, qui a fini par lui faire obstacle. Partant à 6 mètres sur sa gauche, elle s'est également enfoncée de 6 mètres de profondeur. Cela signifie que le changement climatique et la déforestation ont eu des effets dévastateurs. Et que cela s'est produit bien après la disparition de Jayavarman VII.
déforestation, des changements importants en amont pourraient accentuer par exemple l'érosion et donc à terme aussi les quantités d'eau qui arrivent aussi très rapidement en saison des pluies et donc qui aient pu favoriser des inondations importantes très rapides. Il y a peut-être un ensemble de raisons mais qui malheureusement sont encore très difficiles à préciser. Mais là en tout cas on a une illustration, il y a eu un problème gigantesque. Au début du XIVe siècle, les installations hydrauliques d'Angkor connaissent sans doute de grandes difficultés. Progressivement, elles pourraient même avoir cessé totalement de fonctionner. Le coût que la société doit acquitter pour les remettre en état est sans doute exorbitant. Les Khmers doivent alors prendre la plus douloureuse décision de leur existence, se battre ou abandonner. Ce petit temple, perdu dans la forêt d'Angkor Thom, la dernière capitale du royaume, est pour Christophe Pottier une clé importante pour comprendre le déclin de la civilisation khmer. Au sommet de l'escalier qui monte au sanctuaire se trouve une inscription. Elle indique que ce temple a été offert à une divinité hindoue par un personnage important. Rien d'exceptionnel à ce type de mention. Dans le royaume khmer, ces donations étaient chose habituelle. Pourtant, cette inscription est historique. Elle marque la fin d'une religion, le brahmanisme, et celle d'un ordre social. Cette inscription date très précisément de cette fondation de 1295. Le fondateur, Mangalarta, qui était donc un membre important de la cour, fonde ce sanctuaire qu'il dédie à Vishnu et en fait fait les donations nécessaires en terrain, en population, en serviteurs nécessaires à faire tourner cette fondation. Donc c'est une fondation très classique. Mais cette inscription, c'est une inscription en sanskrit et c'est l'une des dernières inscriptions en sanskrit qu'on trouvera encore. C'est en tout cas la dernière qui nous permet d'ailleurs de dater un monument construit en grès. À partir de là, en fait, les inscriptions en sanskrit deviennent plus rares et finissent par disparaître. Les monuments eux-mêmes, en pierre, justement faute d'inscription, on ne peut plus les dater non plus et ils semblent aussi disparaître. En tout cas, on ne voit plus d'autres monuments être construits et même si des travaux continuent à être réalisés, de toute évidence, dans les grandes fondations royales, eh bien, de nouveaux petits sanctuaires comme ça, on n'en a plus du tout. 1308, une autre stèle, un autre texte, qui marque donation royale à un monastère. Cette fois, il n'est pas rédigé en sanskrit, la langue des érudits, mais en pali, la langue de la nouvelle religion officielle, le bouddhisme du petit véhicule. Il s'agit d'un culte davantage tourné vers la personne, une pratique plus individualisée que l'hindouisme et sans doute moins hiérarchisée. En tout cas, désormais, on ne fait plus dans le monumental, mais dans l'éphémère. Les pagodes et l'architecture de bois remplacent les temples de pierre. Une page s'est définitivement tournée à Angkor. C'est à ce moment-là que se dessine le visage du Cambodge d'aujourd'hui. À cette période que le pays prend peu à peu ses frontières actuelles. L'Empire khmer, qui occupait une part importante de la péninsule indochinoise, voit ses vassaux d'hier se libérer de son emprise et devenir de redoutables adversaires. Le puissant royaume se rétracte jusqu'à devenir le plus petit pays de la région. Monastère de Wat Bo, dans la petite ville de Siem Reap. Ici est conservé un peu de la mémoire des temples d'Angkor. Son vénérable a collecté des centaines d'objets qui appartiennent à l'âge d'or de l'Empire khmer. Des dizaines de céramiques, mais surtout une multitude de pièces de bronze sculptées, la plupart du temps en fragments.
On en a une quantité très importante ici. Il y a plus d'1,3 tonne de bronze que le vénérable de ce monastère a décidé, il y a plus d'une douzaine d'années, de récupérer. En fait, il voyait passer ces objets issus du pillage important qui a touché tous les sites archéologiques au Cambodge dans les années 80 et une bonne partie des années 90. Et il a décidé plutôt que de voir ces éléments disparaître, eh bien, de les collecter, d'aller les racheter. Et on est vraiment là, à l'échelle des tonnes de bronze, d'or, d'argent, etc., qui sont mentionnées dans les inscriptions, notamment de Gérard Manset. Beaucoup de ces objets sont des éléments de décoration des temples. Et certains d'entre eux, d'un grand raffinement, seraient dignes d'être présentés dans les plus grands musées. Cette richesse qui brillait aux yeux de tous les voyageurs, c'est aussi le sujet de toutes les convoitises, bien entendu. Et il est clair aussi que cette richesse, c'est un enjeu aussi de lutte et de conflit. Donc il faut bien voir que ce type d'objet, il a aussi une valeur derrière, et que c'est aussi pour ça qu'il en reste finalement aussi très peu. Beaucoup ont été récupérés. Mais bon, il faut pas généraliser, et on n'expliquera pas le déclin d'Angkor juste par un raid pour aller y piller les richesses, même si c'est certain que ce type de raid a pu exister dans l'Empire Khmer, déjà dans l'histoire, et a continué dans les périodes plus récentes. La fin d'Angkor relève plus d'une disparition progressive que d'un choc qui aurait tout emporté. La cité n'est pas passée de la puissance à la dépendance en quelques décennies, mais en plus d'un siècle. Ce que les scientifiques savent aujourd'hui, c'est que plusieurs facteurs cumulés ont causé sa perte. Changement climatique, érosion des sols, fin du système hydraulique, leur enchaînement inexorable a conduit la cité à sombrer dans l'oubli.